fin de sa visite d'État dans le Woroba hier, le président de la République a tenu une conférence de presse. Face aux journalistes, le chef de l'État a réaffirmé son engagement pour des élections apaisées. Les candidats à l'examen du BTS session 2015 ont démarré aujourd'hui les compositions à les épreuves orales. Ils sont 62 700 candidats à affronter les épreuves sur tout l'étendue du territoire. Une délégation du Comité international des Jeux de la francophonie conduite par son directeur général est à Abidjan depuis hier. Objectif, s'imprégner des préparatifs des Jeux de la francophonie qui auront lieu à Abidjan en 2017. Et en Somalie, 13 personnes ont perdu la vie hier dans une attaque à la voiture piégée contre un hôtel de Mogadiscio. L'attaque a été revendiquée par les islamistes somaliens Shebab. Bonsoir à tous, merci de regarder le journal de RTI1. Ajouté au sommaire de cette édition, le grand format, nous nous intéressons aujourd'hui à la réintégration des ex-combattants. Le grand format, c'est seulement dans quelques instants. L'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire est en fin de mission. Chantal de Varens a été reçue par le président de la République. La diplomate canadienne qui a passé 4 années en Côte d'Ivoire est allée faire ses adieux au président Alassane Ouattara. Le reportage de Viviane Aïmé. Les relations bilatérales entre le Canada et la Côte d'Ivoire connaissent un essor depuis ces dernières années. Le Canada va poursuivre son appui au développement de la Côte d'Ivoire, a assuré l'ambassadeur du Canada, son Excellence Chantal de Varenne, en fin de mission, qui est venu faire ses adieux ce lundi au président de la République au palais présidentiel. Cette audience m'a donné l'occasion d'exprimer au président de la République toute ma gratitude pour le soutien qu'il a apporté à ma mission et pour l'intérêt qu'il a porté au développement des relations bilatérales entre le Canada et la Côte d'Ivoire. Et je dois dire à cet égard que ces 4 dernières années ont été des années particulièrement fécondes. Et je dois dire qu'au terme de ma mission, je suis particulièrement satisfaite du développement de nos relations économiques et commerciales. Je vous signalerai notamment l'augmentation de nos investissements, les investissements canadiens directs en Côte d'Ivoire dans le secteur pétrolier, dans le secteur minier, dans le secteur des affaires aussi financiers, et l'augmentation de nos échanges commerciaux et la naissance de très beaux partenariats d'affaires. Et à ce titre, je soulignerai l'excellent partenariat d'affaires entre Air Côte d'Ivoire et Bombardier, qui permet aujourd'hui aux Ivoiriens, aux Ivoiriennes de voyager à l'intérieur du pays à bord des avions de Bombardier. Son Excellence Chantal de Varenne n'a pas caché qu'elle quitte la Côte d'Ivoire avec beaucoup de nostalgie. Nous prenons à présent la direction de Séguéla, où le président de la République a tenu une conférence de presse au terme de sa visite d'État dans le Woroba. Il s'est prononcé sur divers sujets. Face aux journalistes, le chef de l'État a réaffirmé que les élections seront organisées dans les délais constitutionnels. Il a par ailleurs annoncé un investissement de 330 milliards de francs CFA dans le district du Woroba. Face à la presse, le président de la République Alassane Ouattara a fait le point de sa visite dans le district du Woroba, une visite qu'il a qualifiée de mémorable en raison de l'accueil exceptionnel que ses parents et alliés du Bafing, du Béré et du Worodougou lui ont réservé. L'occasion aussi pour le chef de l'État de faire le point des investissements dans le Woroba. En 2015, nous avons procédé au lancement à Mankono des travaux de bitumage de l'axe Mankono-Tchenengwe pour environ 32 milliards de francs CFA pour une durée de 22 mois de réalisation. La construction du pont de Massala dans le département de Séguéla pour un coût de 4 milliards de francs CFA et l'exécution est prévue entre 6 mois et 1 an. La construction du pont de Kongasso dans le département de Mankono pour un coût de 2 milliards. Donc la réalisation est également entre 6 mois et 1 an. Nous avons prévu également l'électrification de 29 localités dans le Bafing. Pour 2016, nous prévoyons le bitumage de l'axe Séguéla-Mankono pour 35 milliards de francs CFA pendant 36 mois.
le bitumage de l'axe Kani-Boundiali avec un financement de la Banque africaine de développement pour 66 milliards de francs CFA, le bitumage de l'axe Diara-Boundiali, le bitumage de l'axe Touba-Séguéla. Nous prévoyons également le bitumage de l'aéroport de Séguéla pour un montant de 7 milliards de francs CFA. Nous avons un programme d'investissement donc de 330 milliards de francs CFA pour les années à venir dans le district du Woroba. Dans les échanges qui ont suivi, le président de la République Alassane Ouattara s'est prononcé sur le dialogue direct qu'il va engager avec la classe politique ivoirienne. Tous les partis politiques sont concernés par ce dialogue. Bien sûr, il y a les partis du RHDP, mais il y a également les partis qui sont membres de la CEI, d'autres partis politiques. Mais ceci dépend surtout du calendrier que me proposera le Premier ministre Ahoussou Jano. Je souhaite le faire, j'espère, en septembre. Nous avons déjà réglé toute une série de questions qui ont été posées dans le cadre du dialogue politique avec le Premier ministre Jano Ahoussou. Et je crois que les choses avancent bien, que ce soit la question des libertés provisoires, que ce soit la question des réfugiés, la question des dégels des comptes, le financement extraordinaire des partis politiques, parce que vous savez, selon la loi, ne peuvent bénéficier de financement de l'État que les partis politiques qui sont membres de l'Assemblée nationale. Vous me dites que la CEI est récusée par certains partis politiques. Je ne sais pas s'il y a des partis, il y a des personnes peut-être qui récusent la CEI, mais la CEI, tout le monde est représenté à la CEI. En tout cas, tous les partis d'opposition, les partis au pouvoir, la société civile. Donc pour nous, c'est un débat qui est totalement futile. Mais ceci étant, bien sûr, comme je l'ai dit, les uns et les autres peuvent continuer de débattre. Mais la CEI a publié la liste électorale, 6 300 504, et la CEI continuera de faire son travail. Le chef de l'État a aussi indiqué que la présidentielle d'octobre 2015 est ouverte à tous, répondant ainsi à une question sur la candidature de Charles Kounabani, ancien président de la CDVR et ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire. Vous savez, tout le monde a le droit d'être candidat, donc moi je n'ai pas de commentaire particulier. Je suis déterminé à aller à ces élections avec un bilan, avec un programme, avec une équipe, et surtout à dire qu'est-ce que je ferai après l'élection le 25 octobre. L'indemnisation des victimes et parents de victimes démarre le 4 août. Une information donnée par le président de la République, Alassane Ouattara. La CONARIV a quasiment terminé le recensement complet des victimes. Nous avons prévu au budget 2015 10 milliards de francs CFA pour l'indemnisation des victimes. Je crois que nous arrivons à peu près à 4500 personnes qui ont donc malheureusement subi ces violences pendant la crise post-électorale. Et nous n'allons pas bien sûr réunir les 4500 personnes, mais nous voulons réunir peut-être 100 ou 200 personnes qui représenteraient les victimes et procéder à une remise de compensation et laisser maintenant la CONARIV et le Programme national de cohésion sociale continuer de faire son travail. Sur la question de l'école obligatoire, des investissements sont prévus pour démarrer l'opération à compter de la rentrée scolaire 2015-2016. Nous avons un budget de 700 milliards pour l'année scolaire 2015-2016. Mais quand on dit l'école gratuite obligatoire, on ne va pas atteindre cela en 1 an ou 2. Les salles de classe continueront. Nous avons déjà construit, je crois, 12 500 classes à peu près, j'arrondis. Et nous avons 3 000 salles de classe qui sont en construction et doivent être livrées en janvier. Bon, donc, disons, à janvier, nous aurons 15 000 salles de classe. Il faut également tenir compte du recrutement des enseignants. Il n'y a pas que les salles de classe. Je crois que sur les 700 milliards, 600 milliards sont déjà inscrits au budget, donc ils sont financés sur des ressources que nous identifions. Et pour les autres, les 100 milliards qui restent, nous avons des contacts avec un certain nombre de bailleurs. Le chef de l'État a par ailleurs dit un mot sur l'état de santé du président Blaise Compaoré. Le président Compaoré a fait une chute et il a été évacué. Je peux vous dire que l'opération s'est bien passée
Et là, la récupération se fait très bien. Il me disait d'ailleurs qu'il n'a pratiquement plus besoin de béquilles pour marcher, donc les choses se passent bien. Et c'était un reportage d'Awa Touré. Les 10 000 habitants du quartier Traoré à Séguéla sont heureux. Leur quartier est désormais électrifié. C'est le président de la République qui a procédé à la mise sous tension du réseau électrique. Le coût total de ce projet de réhabilitation et de renforcement de l'électricité dans le quartier Traoré est évalué à plus de 148 millions de francs CFA, nous explique Abou Sanogo. C'est cette ambiance qui a prévalu ce jour dans ce quartier. Il est l'un des quartiers les plus importants de la ville de Séguéla avec une population estimée à plus de 10 000 habitants. Et pourtant, il était dans l'obscurité depuis plusieurs années. Aujourd'hui, le quartier Traoré de Séguéla bénéficie de l'électricité. Actuellement, là, il y a Collant. On est très content. On est très content. Tout le monde est à Collant. Nous sommes libérés partout. Depuis 2002, on est là. Il n'y a pas de courant. Si aujourd'hui, Dieu merci, grâce à le président Alassane Dramane Ouattara, on a trouvé le courant. Si on est tellement contente, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Ça faisait un grand moment qu'on n'avait pas d'électricité. Dieu merci, avec la visite du président dans notre région, alors nous venons d'avoir l'électricité. Donc nous sommes là ce jour-là pour fêter cette joie-là. Le président de la République, Alassane Ouattara, a donc procédé à la mise en service de la station du réseau électrique de ce quartier. Mise en service qui va permettre aux populations de bénéficier d'un meilleur confort grâce notamment à l'implantation de ces d'éclairage public. Cela rentre dans le cadre de l'électrification urbaine, mais nous avons également le programme d'électrification rurale, le PRONER, le programme national d'électrification rurale qui nous permet également de donner de l'électricité à tous les villages qui ont plus de 500 habitants. En définitive, à l'occasion de cette tournée, ce que nous aurons investi dans le Woroba pour apporter de l'électricité aux populations, c'est de 28 milliards de francs CFA. Ceci permettra de porter le taux d'électrification de 18% à 38%. Donc c'est dire à quel point les choses avancent. Et bien évidemment, d'ici 2000, nous espérons être bien au-delà, aux alentours de 90% pour toute cette région. Donc je suis très heureux pour la population. Le coût des travaux de renforcement et d'extension du quartier Traoré de Séguéla s'élève à 148 millions de francs CFA. On reste à Séguéla, capitale du Ourodougou. La première dame, après l'inauguration du centre de santé urbain, a mis le cap sur le centre hospitalier régional. Madame Dominique Ouattara a inauguré la nouvelle antenne de transfusion sanguine. Le témoignage de Thomas Kessambi. Une nouvelle antenne de transfusion sanguine au sein du CHR de Séguéla. Avant son ouverture officielle, une visite aux malades, sans doute pour partager leurs souffrances et amener l'opinion à comprendre le sens de l'intégration d'une telle antenne au sein du centre hospitalier régional. Après des mots de compassion, Dominique Ouattara peut aller procéder à l'ouverture de l'antenne. Elle est instruite par la ministre de la Santé, Raymond Goudou Kofi, dans sa visite avant de partager à la presse ses sentiments. Là, nous avons inauguré ce centre de transfusion sanguine et c'est quelque chose de très important parce que comme vous le savez, le sang est nécessaire pour soigner les blessés, pour soigner les femmes enceintes, parfois pour donner la vie. Donc je suis venue encourager ces efforts de Madame la ministre de la Santé en venant inaugurer moi-même ce centre de transfusion sanguine, cette antenne. Je suis venue aussi visiter les malades, les blessés. Docteur Konaté Seydou, directeur du Centre national de transfusion sanguine, a effectué le déplacement de Séguéla. En situant l'importance du sang, il a exhorté toute la région à s'approprier l'antenne. Le sang, c'est une substance sans laquelle aucun être humain ne peut vivre sur cette terre. Aujourd'hui, le centre existe, il est ouvert. Il est donc demandé aux populations, n'est-ce pas, du Woroba, c'est leur centre de transfusion sanguine. Ils doivent fréquenter leur centre de transfusion sanguine parce que ça ne sert à rien s'ils ne le fréquentent pas. Le sang se trouve dans le Woroba et le Woroba doit donner son sang à son centre de transfusion sanguine pour que chaque fois les populations du Woroba
ont besoin de sang, le sang sera disponible sur place. Les femmes du Ourodougou, en répondant à cet appel, ont souhaité dire un grand merci à la première dame. Tout le Ourodougou est mobilisé, tout le Ourodougou, toutes les femmes sont mobilisées pour recevoir ces dons-là. Et ce qu'elles ont vu ce matin n'étonne personne. Elles sont toutes contentes. C'était très très difficile, les femmes mouraient en accouchant et elles perdaient leur bébé aussi. Donc vraiment, nous sommes comblés aujourd'hui et on remercie la première dame. Voilà, rappelons que le président de la République était dans le Woroba avec son épouse. Le chef de l'État a visité les régions du Bafing, du Béré et du Ourodougou avant de regagner Abidjan ce dimanche. La Côte d'Ivoire était à l'honneur à Dakar, dans la capitale sénégalaise, où s'est tenue du 22 au 25 juillet dernier la 7e édition du Salon international de la santé et du matériel médical de Dakar. La ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymonde Goudou Kofi, et sa délégation sont allés exposer la vision et le travail de l'État ivoirien en matière de santé. Explication avec Herman Niamien. Dakar, capitale du Sénégal. C'est ici que durant 4 jours, les professionnels de la santé se sont encore retrouvés pour le 7e CISDAC, le Salon international de la santé et du matériel médical de Dakar. Invité d'honneur de ce rendez-vous, la Côte d'Ivoire. À la tête d'une forte délégation, la ministre ivoirienne de la Santé et de la lutte contre le sida, Raymonde Goudou Kofi, est allée exposer la vision du gouvernement ivoirien en matière de santé, mais aussi s'imprégner des avancées de pays frères pour les mettre à profit. Le thème « Santé, dividendes démographiques et émergence économique » est un tremplin pour le gouvernement dont l'un des chantiers est la CEMU, la couverture maladie universelle. Toutes ces faiblesses ont été relevées sans complaisance et nous nous sommes donc engagés, avec l'appui du gouvernement et des partenaires au développement, à relever les défis pour changer fondamentalement notre système de santé et surtout le réconcilier avec la population. La Côte d'Ivoire est sur la route de l'émergence et le stand animé par le Fonds national de lutte contre le sida témoigne de la politique du gouvernement en matière de santé. Pour le professeur Awa Marie Kolsek, ministre de la Santé du Sénégal, le choix de son homologue de Côte d'Ivoire comme invité d'honneur de ce salon n'est pas fortuit. Vous avez un ministre de la Santé et de la lutte contre le VIH-Sida qui est un ministre engagé, un ministre qui a une voix dans le concert de tous les ministres de la Santé d'Afrique. Le CISDAC est l'initiative du Centre international du commerce extérieur du Sénégal. Son objectif est d'offrir un cadre annuel de rencontres internationales, d'expositions et d'échanges scientifiques médicaux. Fini le 7e salon, rendez-vous est pris pour 2016. La Banque africaine d'import-export, Afreximbank, veut renforcer ses investissements et sa coopération avec la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan vient justement d'échanger avec une délégation de cette banque. Jean-Louis Ekra, président sortant de la Banque africaine d'import-export Afreximbank, était ce matin chez le Premier ministre pour présenter son successeur et dresser les perspectives de partenariat entre la banque et la Côte d'Ivoire. Lors de cet entretien, le Premier ministre a bien voulu donner des conseils à mon successeur, notamment indiquer les secteurs vers lesquels la Côte d'Ivoire accorde une certaine importance. Il s'agit de beaucoup de valeur ajoutée dans les matières premières et mon successeur a pris bonne note et a promis qu'il allait accorder une attention particulière à ces secteurs. La banque a ouvert fin 2015 son 3e bureau régional en Côte d'Ivoire en vue de répondre de manière efficace aux sollicitations émanant des autres pays de la CEDEAO et ainsi diversifier géographiquement son portefeuille. Il faut noter que les opérations de Afreximbank en Afrique de l'Ouest représentent environ 52% de son portefeuille, soit 1817 milliards de dollars. En Côte d'Ivoire, la banque est déjà intervenue dans le domaine de la transformation du cacao et du coton, dans les transports urbains et aériens, ainsi que le secteur financier. C'était un reportage d'Alexis Ouedraogo.
La ministre chargée de l'économie et des finances, Nialé Kaba, a eu une rencontre avec les nouveaux dirigeants de la CNCE, Caisse nationale des caisses d'épargne. C'est une visite de travail et d'encouragement surtout à la nouvelle administration provisoire. Antoine Yeo, entouré de ses principaux collaborateurs, a présenté à la ministre Nialé Kaba les dossiers de l'institution. Et on en arrive à l'un des titres de cette édition. Les candidats à l'examen du BTS session 2015 ont démarré aujourd'hui les compositions par les épreuves orales. Ils sont 62 700 candidats à affronter les différentes épreuves de cet examen. Voyons le déroulement de ces épreuves à Abidjan avec notre reporter Herman Niamien. CBCG de Cocody ce matin, la cour grouille de monde. C'est dans ce centre que tous les étudiants de la filière gestion commerciale d'Abidjan composent pour les épreuves de TVN, les techniques de vente et de négociation. Les différentes listes de noms affichées sur les tableaux sont visitées par les candidats. Je suis là aujourd'hui matin pour voir les jours de passage des différentes matières. Je suis venu pour interroger les étudiants. Je pense qu'on a fait une programmation selon l'ordre d'arrivée et ça a déjà débuté. Nous, on passera donc demain. Dans les salles, les choses sérieuses ont commencé depuis 7h30. Certains candidats préparent les sujets, d'autres par contre se soumettent aux questions des examinateurs. Sur notre listing, nous avons 35 étudiants et chaque étudiant a droit à passer 15 minutes devant nous. Nous l'interrogeons d'abord sur les questions de cours, et également la pratique, c'est-à-dire que les simulations de vente. On m'a demandé de présenter un produit, franchement c'est bien passé. Demain, je passe en anglais à 13 juillet. Ça se passe très bien dans l'ensemble. Bon, les sujets, les questionnaires sont abordables. On répond facilement. On est un peu stressé, mais ça va. Selon le vice-président du jury, aucun problème majeur n'est à signaler dans son centre. Pour Abidjan, nous avons 7 681 candidats pour la filière gestion commerciale. On a ouvert 56 jurys, n'est-ce pas, avec deux examinateurs par jury. Voilà, ce qui fait un total de 112 enseignants et ça se passe bien pour le moment. 3 matières sont au menu de ces épreuves orales du brevet des techniciens supérieurs BTS. L'anglais, les techniques de vente et de négociation TVN et l'informatique. Après les épreuves orales, les candidats vont affronter les épreuves pratiques du 1er au 8 août et finiront par les épreuves écrites du 10 au 17 août. Pour cette session 2015, ils sont 62 700 candidats. Les résultats de cet examen sont prévus pour le 15 septembre prochain. On en arrive au grand format. Nous nous intéressons aujourd'hui à la réintégration des ex-combattants. Comment se fait cette réintégration par l'ADDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration? Je rappelle que ce processus de désarmement et de démobilisation en Côte d'Ivoire est achevé. Alors, quel est le point de la situation? Explication dans ce grand format signé ce soir. Hamza Diaby. Met fin aux activités de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants, donc la DDR. Et le deuxième décret porte création de la cellule de coordination, de suivi et de réinsertion, en abrégé donc la CCSR. C'est l'annonce faite par Bruno Koné, le porte-parole du gouvernement, à l'issue du Conseil des ministres du 24 juin dernier. La raison, l'ADDR a achevé sa mission. C'est l'ADDR qui s'arrête, mais le processus continue. Vous voyez, c'est-à-dire les composants, le contenu, la résocialisation va continuer. L'ADDR, c'est un concept post-crise. C'est-à-dire que tu ne peux pas, c'est anachronique par rapport à la situation actuelle. Maintenant, on le change pour lui donner un contenu et un contenu amélioré. La cellule de coordination, de suivi et de réinsertion placée sous l'autorité du Conseil national de sécurité est mise en place pour accompagner et orienter les ex-combattants démobilisés. Cette cellule-là a été créée spécifiquement avec 3 missions principales qui sont d'assurer la gestion des conventions et des accords qui ont été déjà signés par l'ex-ADDR et puis aussi d'organiser, de coordonner les activités de resocialisation des bénéficiaires qui sont dans les différents centres de resocialisation
et d'assurer la gestion de la base de données et aussi le référencement des différents bénéficiaires vers les structures de prise en charge, les structures de formation. Christian Aggo précise qu'il faudrait que les bénéficiaires traités aient déjà été enregistrés dans le programme à la date du 30 juin et qu'ils aient été soit en cours de traitement, soit en attente de traitement à cette même date. C'est seulement à cette condition que la CCSR se charge de finaliser leur traitement et les guide vers les structures de suivi pour pérenniser leur réinsertion. La nouvelle structure qui est la CCSR maintenant s'occupe des personnes qui n'ont plus le statut d'ex-combattant, mais des jeunes qui doivent être réinsérés dans le tissu social et économique. Ça, c'est la différence notable. Ensuite, l'autre différence, c'est le suivi du référencement, parce que les personnes vont être réinsérées, mais il y a un certain suivi qu'il faut faire pour que la réinsertion soit la plus durable. La formation, la principale orientation de la cellule de coordination de suivi et de réinsertion. Pour le coordonnateur de la CCSR, une bonne réinsertion passe par une bonne formation. Il s'agit de formation qualifiante en collaboration avec l'AGEFOP, l'agence de formation professionnelle et orientée vers les niches d'emploi. Direction d'Aloa, au centre-ouest de la Côte d'Ivoire, à environ 400 km d'Abidjan. Ici, dans les locaux du centre de formation professionnelle 1 se trouve le 5e chantier école mis en place pour la formation des bénéficiaires du programme de réinsertion, un cadre pratique pour acquérir une qualification qui fera d'eux des professionnels des métiers du bâtiment. Il y a possibilité de leur faire apprendre le maximum parce qu'ils vont faire que de la pratique, la pratique et la pratique. Bien sûr, on va leur parler un peu de la technologie. La formation qu'ils vont recevoir, elle sera une formation qui va leur permettre de pouvoir se prendre en charge en monnayant la connaissance qu'ils auront acquise pendant cette formation. Le filet de réintégration évalué à 800 000 francs CFA est reversé aussi bien aux bénéficiaires de la formation qu'à tous les démobilisés qui font le choix d'activités ne nécessitant pas la formation. Des filets désormais disponibles par carte bancaire. Le message du coordonnateur de la cellule semble avoir été compris par les stagiaires. Nous avons opté pour la formation en énergie solaire. J'espère que nous allons apprendre beaucoup. Nous allons apprendre beaucoup pour être demain des grands entrepreneurs. Pour pouvoir nous-mêmes prendre notre avenir en main, être des responsables, des entrepreneurs pour garantir notre avenir. Aujourd'hui, en bien apprenant, je peux bien sortir et être un professionnel demain et gagner ma vie. Donc pour cela, je remercie le président et tout son gouvernement avec les associés qui sont venus, qui ont décidé qu'aujourd'hui soit l'ouverture de cette formation. Sur 64 000 ex-combattants à traiter, le processus DDR a pris en compte 58 216 d'entre eux, soit 91%. Un pas de géant dans la reconstruction post-crise et la sécurité en Côte d'Ivoire. Les missions résiduelles de la défunte ADDR, qui vont consister à faire un suivi de l'activité, sont conduites par la CCSR au moins pour 6 mois encore. Et c'était le grand format de la rédaction proposée par le service politique et actualité internationale. Plus d'une dizaine de pays au sud du Sahara sont à Abidjan pour prendre part à la 2e conférence des pays africains au sud du Sahara pour l'organisation du Hajj et de l'Umrah. L'objectif est de mettre en place un cadre juridique et institutionnel de la COPASO. Explication Ami Sissoko. L'organisation du Hajj et de la Umrah n'est pas chose facile. De nombreuses difficultés rencontrées par les organisateurs. L'année dernière, Mina, vous savez que c'est un pays où il fait chaud, les climatisations ne marchaient pas. Quand c'est comme ça, le pèlerin n'est pas à l'aise, il ne s'adonne pas dans l'aisance à l'adoration de Dieu. Le coût du transport augmente et les partenaires saoudiens de plus en plus ils nous imposent prendre la moitié de nos contingents. Pour une meilleure prise en charge des pèlerins, la COPASO s'active pour la mise en place d'un cadre juridique et institutionnel. La COPASO, c'est la conférence des pays africains au sud du Sahara pour l'organisation du Hajj et de la Umrah. Elle regroupe 11 États au sud du Sahara. Objectif visé par cette 2e conférence, c'est de parler d'une seule voix pour faire face aux obstacles rencontrés en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite est en pleine mutation, comme j'ai dit dans mon discours.
Vraiment, c'est des choses très modernes maintenant. Ils sont équipés de tapis roulants. Ce n'est pas comme l'escalier traditionnel. Là. Or, nos gens viennent directement de la campagne. Il faut faire attention à tout ça. Il faut les encadrer. Il faut éviter qu'il y ait des accidents malheureux. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les pèlerins de la sous-région se sentent mieux en Arabie Saoudite et reviennent ici en bonne santé? Le ministre Albert Mapritouakeus, parrain de la cérémonie, a loué cette initiative tout en insistant sur la nécessité de relever ce défi. Il s'agit de favoriser le partage d'expériences, des mécanismes et politiques en matière d'organisation du Hajj et de la Umrah et de créer un cadre juridique favorable à l'établissement de partenariats entre les structures publiques en charge de ces pèlerinages et les prestataires de services. La conférence des pays africains au sud du Sahara pour l'organisation du Hajj et de la Umrah, COPACHO, c'est plus de 150 000 pèlerins, dont 5 600 Ivoiriens, qui prendront le premier vol le 27 août prochain. Voilà, c'était une rencontre pour mettre en place un cadre juridique et institutionnel de la COPACHO. Une délégation du Comité international des Jeux de la francophonie, conduite par son directeur général, est à Abidjan depuis hier. L'objectif de la mission, s'imprégner des préparatifs des Jeux de la francophonie qui auront lieu à Abidjan en 2017. Isayo Adamakone. Du 21 au 30 juillet 2017, Abidjan sera la capitale de la francophonie en accueillant les 8e Jeux de la francophonie. Pour réussir le pari de l'organisation, le Comité international des Jeux de la francophonie, CIJF, effectue régulièrement à Abidjan des missions pour des séances de travail avec le Comité national des Jeux de la francophonie, CNJF. C'est dans ce cadre que s'inscrit la 10e mission du CIJF à Abidjan, dont les travaux ont démarré ce lundi 27 juillet 2015 au siège du Comité national à Abidjan-Cocody. Cette mission vise à finaliser les plans opérationnels sport au niveau du football et culture, au niveau des marionnettes géantes. Selon le directeur du Comité international des Jeux de la francophonie, Mahama Lawan Seriba, cette rencontre est capitale car elle permet au CIJF d'avancer dans les préparatifs et de visiter les infrastructures. À 2 ans de l'ouverture des Jeux à Abidjan, il a indiqué que le tirage au sort des 16 nations de football qui prendront part à ces 8e Jeux est prévu pour novembre 2016. Les 8e Jeux de la francophonie mobiliseront 4 000 athlètes et artistes et 12 000 accréditations seront délivrées. La rencontre d'Abidjan qui s'achève le 1er août sera l'occasion pour le CIJF et le CNJF de paraffer des documents en vue de la recherche de partenaires et de la couverture télévisuelle des 8e Jeux de la francophonie. Les experts visiteront les sites sportifs et culturels retenus pour ces Jeux. Hors de la Côte d'Ivoire, en Somalie, 13 personnes ont perdu la vie hier dans une attaque à la voiture piégée contre un hôtel dans la capitale. L'attaque a été revendiquée par les islamistes somaliens Shebab. Un précédent bilan faisait état de 6 morts. Un diplomate chinois et un journaliste somalien figurent parmi les victimes. L'hôtel visé par cet attentat se trouve près de la zone hyper protégée de l'aéroport international qui abrite les Nations Unies, des ambassades occidentales et le siège de la force de l'Union africaine. Et c'est ici que l'on s'arrête pour ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. À 23h, retrouvez Ami Koulibaly.